Pascal demain sur toutes les ondes de France 2 sur le pouvoir d'achat, le sacro-saint pouvoir d'achat. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? La baisse du pouvoir d'achat, il faut déjà en avoir un pouvoir d'achat, peut-être, non? Comment vous voyez les choses? Mais là, on parle beaucoup du pouvoir d'achat parce qu'il y a une augmentation en flèche du carburant qui est. T'as une nouvelle vague d'augmentation en flèche parce qu'en fait, c'est lié aujourd'hui aux conséquences de la guerre en Ukraine, mais en fait, le carburant augmente depuis très longtemps, assez régulièrement. Mais il n'y a pas que le carburant, en fait, il y a plein de tous les produits importants, enfin tout ce qui concerne de l'énergie augmente, l'alimentation augmente aussi beaucoup, enfin tout augmente, les loyers quand même sont très hauts, même si tout ça c'est pas des phénomènes nouveaux, donc oui il y a un problème de pouvoir d'achat, mais le problème de pouvoir d'achat c'est le problème des prix d'une part, mais c'est les problèmes de salaire qui sont très bas, et en dehors de la question des salaires, c'est la question d'une précarité extrême et de plein de gens qui n'ont pas de boulot, ou de plein de gens qui sont à la retraite avec des pensions très très basses, où les adultes, l'allocation adulte handicapé qui est aussi très basse, à 900 euros en dessous du seuil de pauvreté. En fait, on s'aperçoit que des personnes, des millions de personnes, pour une raison ou pour une autre, n'ont pas de quoi vivre décemment. Et c'est même pas seulement lié à l'augmentation des prix. De toute façon, il n'y a pas assez pour vivre décemment. Donc c'est la question du salaire et du revenu pour toutes et tous qui est posée. Et c'est pour ça que dans notre campagne, on n'est pas les seuls, mais on fixe on dit qu'il faut un revenu minimum que nous on fixe à 1 800 euros. Pourquoi 1 800 euros? Parce qu'en dessous de 1 800 euros, on pense qu'on ne peut pas vivre correctement. Mais c'est pas juste le SMIC, ça concerne les salaires, mais après oui, il faudrait des pensions de retraite à 1 800 euros minimum, il faudrait qu'il y ait des revenus, y compris pour les personnes en situation de handicap, parce que les personnes en situation de handicap sont dans des précarités, parce que c'est plus difficile de trouver du boulot et du boulot correctement payé. Là aussi, ça pose le problème d'un minimum vital. Et puis, pour les demandeurs d'emploi aussi. Et puis aussi, on pose le problème, on n'est pas les seuls non plus, mais la question d'un revenu d'autonomie pour la jeunesse. On a vu que la crise sanitaire a révélé quand même une difficulté énorme pour tout un milieu étudiant qui n'a même plus accès à des logements, qui n'a même plus accès à une alimentation correcte. On a vu des choses assez dures qui se sont passées, notamment au niveau des conséquences du premier confinement. Donc c'est vraiment le problème du revenu, et donc le problème du revenu qui est posé derrière, c'est la question d'une répartition des richesses. Parce qu'on nous dit il n'y a pas assez d'argent pour, il n'y a pas assez d'argent pour, c'est évidemment qu'il n'y a pas assez d'argent pour les salaires, puisque de toute façon c'est accaparé par une poignée d'ultra riches, et donc c'est l'histoire de contrebalancer ou de ce qu'ils appellent faire ruisseler la richesse. Et nous on pense qu'il faut imposer une répartition des richesses différente, et donc il faut qu'il y ait une société qui soit en capacité de dire voilà, aujourd'hui, pour vivre, il faut 1 800 euros. Tout le monde doit avoir 1 800 euros à minima. Et nous, après, on pose aussi le problème des services publics qui permettent l'accès à des besoins fondamentaux de la vie, et des accès gratuits comme la santé, l'éducation, la culture. Mais ça, c'est un complément. Mais voilà, c'est le problème effectivement, d'avoir des moyens de vivre correctement dans une société qui est quand même bourrée de richesses, mais qui partent vers le haut, là, pas vers la Sainte Vierge, mais... Comment se passe la campagne pour vous? C'est difficile à dire, on a tendance à dire bien. Mais vu la période, la période que ce soit la période ici, la situation politique en France, qui est largement dominée par les idées réactionnaires, fascisantes, avec des sondages qui donnent l'extrême droite à plus de 30%, et puis tout ce qui peut se passer, et puis la crise profonde, ce que je disais juste avant sur la question de la précarité sociale. Donc il y a une situation sociale qui est terrible en France, et puis après on pourrait discuter de la situation internationale, et pas que la guerre en Ukraine, les peuples souffrent quand même dans plein d'endroits. Donc après c'est toujours un peu difficile de dire la campagne se passe bien. Voilà. Mais c'est vrai que dans le contexte actuel, la campagne pour nous est un moment important pour faire entendre des idées plus largement. Et nos idées, c'est la révolte contre le capitalisme, c'est la perspective de se battre, de relever la tête, de transformer ça radicalement. Voilà, et puis c'est l'affirmation des idées internationalistes, solidaires entre les peuples, l'ouverture des frontières, l'accueil des migrants, et encore une fois, pas seulement ukrainiens, mais tous les migrants, parce qu'on est dans des pays riches qui ont les moyens. Voilà, c'est faire entendre tout ça, et puis derrière, c'est on fait des meetings où les salles se remplissent. Alors nos salles se remplissent, là par exemple, on l'avait déjà rempli je crois il y a quelques semaines, il y a quelques mois, là j'exagère un peu, là c'était l'année dernière, fin d'année dernière,
En novembre, voilà. Donc, mais là, c'est vrai, hier à Lille, 600, enfin on remplit vraiment les salles, quoi. Et puis c'est des 500, des 600, enfin pour nous c'est énorme. Hein. Pour Mélenchon, c'est pas grand chose, mais c'est un détail, mais pour nous c'est énorme, hein, ça veut dire beaucoup. Et donc oui, on remplit les salles, il y a pas mal de discussions, et ce qui est rassurant, c'est qu'il y a quand même, et notamment pas mal de jeunes, et ce qui est rassurant, c'est qu'il y a une partie de la jeunesse qui regarde vers nous. Parce que oui, on a un discours radical et puis voilà, on essaie de poser les problèmes de comment on se défend, comment on change les choses. Est-ce que ce sont les élections qui vont changer les choses ou est-ce qu'il faudra autre chose de plus puissant à l'image de ce qui se passe en Corse aujourd'hui? Est-ce que c'est des colères qu'il faut arriver à exprimer, à organiser pour faire trembler les pouvoirs et puis arriver à changer les choses? Bon, c'est ça, quoi. Donc c'est discuter de ça, quoi. Il y a une situation qui a tendance à renforcer le sentiment d'impuissance parce que tout est pourri, quoi. Dans ce monde-là. Le monde capitaliste est complètement à la dérive, hein, parce qu'on parle des questions sociales, on parle de la militarisation, des guerres, des impérialismes, mais il faudrait aussi parler de la planète, de la catastrophe de la planète aujourd'hui, où les rapports du GIEC sont toujours en train de raconter à quel point on est à la limite d'une bascule, quand même. Là, il y a des rapports scientifiques sur la forêt amazonienne, cette semaine dans la presse, qui racontaient qu'en fait, là aussi, on est au bord d'une bascule. Donc tout est particulièrement inquiétant. Et alors, soit on arrive à penser que c'est mort, puis qu'on n'a plus qu'à attendre la fin de tout ça. Il y en a qui pensent, hein, la collapsologie, c'est un peu ça, de penser que de toute façon, tout est fichu. Et soit on pense qu'il y a encore qu'il y a peut-être une bataille à mener, mais que c'est urgent, quoi. Et au bout du compte, que ce soit la question environnementale, la question des guerres et de la militarisation ou la question sociale, c'est au fond la critique d'un système capitaliste qui pour des raisons de course au profit, de rentabilité, de productivisme, de concurrence, enfin, tout le fond du fonctionnement du système capitaliste, aujourd'hui, rien ne compte à part la richesse des possédants. Et les droits sociaux, les droits humains, la planète... tout ça, ça compte pas, ça passe derrière, quoi. Et on le voit, c'est des dégâts faramineux. Donc on essaie de discuter de ça, quoi, de ce système-là et des moyens qu'on peut avoir, nous, de réagir là-dessus. Et donc la campagne, on voit que ça a de l'écho. Ça discute, ça se pose des problèmes. Voilà. Une question, là, tu n'as pas été invité avec 3 autres à TF1. Est-ce qu'il y a, donc, quelle est ta réaction? Est-ce qu'il y a une protestation? Oui, on a protesté, ouais. Ça s'entend pas très fort, mais on a protesté. On a fait des tweets, c'est super les tweets. Les tweets, tout le monde le voit, tout le monde l'entend, et c'est un drôle de système. Quelque part, c'est un petit outil démocratique. Et donc, on a critiqué TF1, mais en fait, c'est TF1 et le CSA, en fait, et derrière le CSA, c'est les règles électorales. Ce TF1 respecte les règles électorales. Ils peuvent très bien décider d'inviter qui ils veulent et en fonction justement du droit, enfin du temps de parole qui est calculé. Donc voilà. Donc pour nous c'est scandaleux parce que en fait il y a les parrainages qui disent voilà on est candidat officiel, on a les 500 parrainages, nous on fait partie de cela, on a passé le premier cap, donc on est qualifié en phase finale, c'est un peu comme la Champions League. Voilà, on a gagné le match de poule, on est dans la phase finale, et maintenant la phase finale, on s'aperçoit que on n'a pas les mêmes droits. Et ouais, alors c'est pas un scoop, hein, et on n'a pas les mêmes droits, et ça pose le problème de l'absence de démocratie de ce point de vue-là. Alors on a dénoncé TF1, et là on sait qu'il n'y aura plus de débat en fait. Et BFM vient d'annuler sa soirée de la semaine prochaine, du 23 mars, avec tous les candidats. Et on pense que là c'est quasiment sûr, il n'y aura pas de débat de toute la campagne. Et les seules apparitions médiatiques, ça va être des matinales où chaque candidat passera en tour de rôle dans la dernière semaine, puisque les 2 dernières semaines, c'est l'égalité stricte de temps de parole. Mais il n'y aura pas de grands rendez-vous en fait. Et pourquoi? Parce que Macron ne veut pas d'une part, et derrière, il n'y a pas que lui qui ne veut pas en fait. La plupart des grosses écuries ne souhaitent pas du tout de débat. Et on en est là, quoi. Donc c'est chiant pour nous, hein, parce qu'on avait prévu, on se disait, voilà, on va les faire chier, quoi. Parce qu'on a des motivations des fois aussi basiques que ça. Mais ouais, c'est problématique, mais après voilà, on va essayer de faire entendre notre voix d'une manière différente, quoi. Mais on va dénoncer, ouais, on va essayer de voir comment on peut faire du bruit là-dessus, quoi. Mais bon, ça changera peut-être pas grand-chose. À cet égard, on peut peut-être préciser, c'est mon avis en tout cas, que le refus de débat, c'est quand même en partie parce qu'on a des candidats qui sont des notables, des politiciens professionnels, des bourgeois, et que ces gens-là, ils n'ont aucune envie de se retrouver sur le grill, comme a pu l'être Marine Le Pen, comme a pu l'être Fillon, face à Philippe.
ces étorpillés. Même Macron, il avait été... Macron, son entourage l'a même exprimé assez clairement. Donc c'est aussi la participation de Philippe à cette élection qui les fait redouter le débat. Parce que le débat face à un travailleur qui peut aussi les envoyer sur les cordes, dans les cordes sur les grands sujets, je pense notamment à l'extrême droite, qui quand même volontiers se présente comme un choix social, ils n'ont aucune envie d'être démasqués en direct par quelqu'un comme Philippe, à mon avis. Il y a de ça, puis il y a aussi cette conception hyper méprisante. La société elle évolue quand même de manière très, très mauvaise, parce qu'on voit les idées réactionnaires, on dit souvent le mot qu'on utilise c'est décomplexé, quoi. On a un Zemmour décomplexé, la haine s'exprime de manière décomplexée, quoi. Enfin, la haine et puis toutes ces idées réactionnaires, voilà. Alors, il y a ça. Et on voit aussi qu'aujourd'hui, le je m'en foutisme sur les règles démocratiques s'assume. Voilà. C'est ça qui est assez, des fois c'est assez, on se dit ah ouais on en est là. Parce que quand TF1 dit ben ouais on en invite 8 sans s'expliquer, sans même faire une introduction, enfin, et on voit qu'en fait ils n'en ont rien à cirer. Il y aura 8 candidats et pas là, et puis BFM va annuler parce qu'en fait après tout on s'en fout un peu. Et alors qu'on est en campagne électorale, c'est censé être le grand moment, un grand moment politique. Et on a un candidat comme Macron qui se permet de dire moi je débattrai pas. Voilà, j'attends le deuxième tour éventuellement. Et tout ça, ça ne fait pas tant réagir que ça en fait. C'est comme si c'était un peu normal. Donc c'est un jeu qui est très particulier pour eux parce que ça peut aussi bien convaincre les gens de ne pas aller voter. Ça peut, ce qui ne serait pas grave en soi parce qu'en fait l'élection de toute façon ne changera pas la vie des gens. Enfin pas celle-là en tout cas, ça c'est sûr, quasiment sûr. Donc, mais voilà, il y a aussi, ça prend de haut la démocratie, et alors qu'on sait déjà que le système politique français où les institutions sont bien discréditées. Et voilà, il continue à s'enfoncer là-dedans et à montrer qu'en fait, c'est juste une formalité. Hein. La formalité des élections, c'est juste assurer que le pouvoir il reste à peu près dans les mêmes mains. Il ne faut surtout pas débattre, il ne faut surtout pas ouvrir la discussion à des problèmes de fond. Il faut surtout pas. Et là, on voit qu'il y a des réflexes, c'est peut-être lié à une peur, mais pas la peur de Poutou. Hein. Parce que moi, je pense que là, j'arrive pas à croire que Macron il ait peur. Et il n'a pas peur, mais c'est vrai que ce que tu dis, c'est peut-être qu'il y a il y a une peur qui est plus profonde chez les dominants, c'est que leur système, à force de produire de l'inégalité, à force de broyer les gens, ça pète, et ça pètera. Et la Corse est une illustration de ça. C'est qu'à force de foutre la gueule du monde, et là ils sont bien foutus, et Macron s'est bien foutu de la gueule des nationalistes corses, il les a endormis, pas possible, et là le réveil c'est la jeunesse. C'est derrière les élus corses, c'est la jeunesse qui dit, ben là vous allez... Et ça c'est des trucs qui peuvent arriver de n'importe où. Parce qu'en Corse, c'est pas juste la défense de la culture corse, ils ont raison. Ils ont raison de défendre un statut corse. Nous, on est pour le droit à l'autodétermination des peuples, y compris en Corse. Hein. Ils ont raison, mais le lien, ils le font directement eux-mêmes. C'est la question des loyers qui sont inaccessibles, c'est la question de la spéculation immobilière, c'est la question des bas salaires, c'est la question du chômage, c'est la question du secteur touristique qui finalement ne donne aucune solution sociale à la population corse. Il y a une vraie colère sociale et qui se mélange avec un déni démocratique, avec un sentiment de défendre une culture et puis un droit et tout ça, c'est explosif. Et on peut penser que la crainte du débat, c'est ça, c'est qu'il y ait des paroles parce qu'en plus, nous, on le ferait, hein, nous, dès qu'on peut, on défend, même si tu as une préfecture qui brûle, et ben voilà, ben ouais, c'est les risques du métier, et ben la révolte, oui, nous, on légitime ça. Et en débat, peut-être qu'ils n'ont pas envie qu'on puisse aborder ces questions-là de manière aussi libre que ça. Donc il y a un réflexe de pouvoir, il y a un réflexe de dominant. Plus les tensions sociales sont là, mais moins on va créer des situations où on va pouvoir discuter de ces choses-là. Donc on va avoir droit à des numéros de clowns de tous ces politicards. Moi je, sans jamais aborder les questions de fond de la misère sociale, de la souffrance sociale, sans jamais aborder la question de la destruction qui est réelle des services publics, la crise sanitaire qui s'est quand même globalement mal passée. Et puis de tous les aspects aujourd'hui des migrants, enfin de tous les drames humains qui sont vécus. Et ils ne peuvent pas l'aborder de fond, et alors autant éviter des discussions larges qu'ils ne maîtriseraient peut-être pas. Voilà. Et la guerre dans tout ça, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que le NPA dit? Alors la guerre dans tout ça, c'est pas... nous on a des positions à la fois d'un certain côté qui sont des positions de principe.
c'est la question qui est revendiquée par toute une gauche et pas que la gauche. C'est-à-dire, nous, on dénonce Poutine, on dénonce l'agression militaire de Poutine, on dénonce l'agression de l'impérialisme russe, parce que c'est pas juste Poutine, c'est un impérialisme russe qui essaie de reconquérir des territoires pour des raisons stratégiques, économiques. Voilà, c'est les calculs de l'impérialisme russe qui a besoin aujourd'hui, officiellement pour se protéger, mais en réalité, bon voilà, c'est comment peut-être pour se sortir de difficultés économiques. Voilà. Donc ils ont décidé de faire la guerre, de bombarder une population. Donc c'est l'arrêt de la guerre. Nous on revendique d'une manière un peu impuissante l'arrêt de la guerre, le retrait des troupes russes. Poutine dégage de l'Ukraine. Et à côté de ça, nous on pense que c'est légitime, parce que la question est posée sur la livraison des armes à la population ukrainienne. Enfin la population ukrainienne, après voilà, c'est ça aussi la difficulté, c'est que nous on est pour. On est pour quand il y a la deuxième armée du monde, parce que je crois que la Russie c'est la deuxième armée du monde, qui s'attaque à une population qui est quand même globalement en incapacité de riposter, parce que là il y a un tout petit pays face à une puissance comme ça. Donc la question effectivement d'un soutien militaire et donc d'une livraison des armes, pour nous c'est légitime. On pense que quand on est agressé militairement, il faut pouvoir se défendre militairement. Alors on est pacifiste, mais là il y a des situations politiques qui font mais après le problème qui est posé, c'est que qui c'est qui livre les armes, dans quelles intentions les armes sont livrées et à qui elles sont données. Et là de ce point de vue là on ne fait aucune confiance à l'OTAN, à Biden, au Royaume-Uni ou à la France, parce qu'ils ont quand même montré qu'ils se foutaient pas mal des peuples quand même, et qu'on ne croit pas du tout qu'ils aient un souci avec le peuple ukrainien, et comme ils n'en ont pas eu avec l'Afghanistan, comme ils n'en ont pas eu avec l'Irak, comme ils n'en ont pas avec le Mali. Voilà, on a des puissances occidentales qui sont capables aussi d'intervenir militairement et pas pour les peuples. Et donc voilà, ça pose le problème d'un monde de rivalité inter-impérialiste, et c'est là la difficulté qu'on a, c'est qu'on est relativement impuissant par rapport à tout ça. Donc on dénonce les logiques impérialistes, on dénonce la militarisation de la planète, les budgets militaires qui augmentent, et là ils profitent de la guerre en Ukraine pour justifier des augmentations de budget. Déjà Macron a bien augmenté le budget militaire français, le budget de l'armée. Et donc il y a un danger réel, plus il y a de militarisation, plus il y a de production d'armes, plus il y a y compris du nucléaire, plus il y a un danger, parce qu'en fait la guerre économique, à des moments, elle débouche sur des conflits militaires, ce qui est en train un peu de se passer, et de ce point de vue-là, il y a un vrai danger d'extension du conflit militaire. Enfin d'ailleurs, les analystes, y compris officiels, craignent que ça déborde et que ça puisse devenir un conflit qui se mondialise. Bon, donc ça fait peur, c'est inquiétant, et on essaie aussi de mettre en avant des perspectives internationalistes, de solidarité entre les peuples, et à l'issue, à notre avis, elle viendra aussi de colère, de révolte populaire. Alors en Russie, il y a des manifs, mais la répression, elle est très dure. Il y a des manifs anti-guerre, on voit des images un peu où des gens tout seuls avec leurs panneaux, pas à la guerre et tout ça, mais il y a aussi des rassemblements, et voilà, il y a une répression, des arrestations par milliers a priori. Donc c'est difficile, mais l'issue elle est un peu là aussi, quoi, à la fois en Russie et puis ailleurs, comment il peut y avoir un gros mouvement populaire contre la guerre, contre la militarisation, contre les dictatures. Et c'est ce qu'on va défendre. On a des liens, nous, avec des camarades russes, on a des liens avec des camarades dans certains pays de l'Est, on a des liens, mais c'est comme nous, c'est des petites organisations. Donc il y a quand même, les moyens sont faibles pour pouvoir, pour l'instant en tout cas, agir et changer la donne. Mais c'est sûr que l'issue, c'est qu'à un moment donné, il faut que les gens... Il ne faut pas qu'on laisse le monde dirigé par les dictateurs et les puissances aujourd'hui. Voilà. Donc c'est pas simple. Les sanctions financières qui se mettent en place. Ouais, on est pour, mais, c'est un bon levier. Ouais, mais les sanctions financières, c'est hyper discutable, parce que là, par exemple, si c'est prendre les d'achat des milliardaires russes, super. On ne sait même pas s'ils le font vraiment, parce que là, il y a, en Pays Basque, il y a des militants qui ont squatté un immeuble qui appartient à un oligarque russe, et ils se sont retrouvés en garde à vue. Il faut savoir, en fait, soit on accepte cette idée de sanctionner les milliardaires russes, et laissons les militants du DAL et compagnie squatter, mais là non, ça ne se passe pas comme ça. Et donc est-ce qu'ils le font vraiment, est-ce qu'ils vont vraiment le faire? Quand ils disent qu'ils gèlent les comptes des milliardaires, est-ce que c'est fait vraiment? On ne sait pas. Donc ces sanctions-là, on est pour, nous. Surtout qu'en plus ça permettra de discuter demain que finalement il n'y aura pas que la fortune des milliardaires russes qu'il faudra prendre. Mais après, quel type de sanctions, il faut faire gaffe, parce qu'il peut y avoir des sanctions qui se retournent contre les peuples, et le peuple russe, et on n'est pas pour que le peuple russe y trinque les saloperies de Poutine. Mais de la même manière que le peuple irakien, il a payé très cher l'embargo.
Pas de médicaments, pas de bouffe. Il y en a il y a eu des morts, une dégradation de la santé de la population irakienne à cause de l'embargo américain en Irak, alors que la population irakienne elle n'était pas du tout responsable. Donc l'idée de la sanction, c'est quelle sanction, pourquoi, avec quel objectif et qui c'est qu'on vise. Et c'est pour ça que c'est pas si simple que ça. Donc évidemment qu'on est pour sanctionner Poutine, on est pour qu'il y ait une politique qui permette d'affaiblir Poutine, mais voilà, c'est pas si simple que ça. Mais par contre, on va mettre la pression et réquisitionner les richesses des milliardaires russes, ça paraît le truc, mais c'est même pas dit que ce soit fait. Mais le problème qu'il y a, c'est qu'en fait, Poutine, c'est pas un dictateur depuis un mois. Voilà, là aujourd'hui, Poutine, c'est l'horreur, il faut le sanctionner et tout ça, mais en fait, même Macron et tout des tas de dirigeants européens ont fait des affaires avec lui. Lui, en tant que représentant des milliardaires russes, hein, parce qu'en fait, Macron, c'est le représentant des milliardaires français, mais chacun des dirigeants est le représentant de ces affairistes, de ces capitalistes. Et on a eu la Coupe du Monde en Russie, on a eu Sochi, JO d'hiver en Russie, alors qu'il y avait déjà la Crimée, déjà le Donbass et déjà les massacres en Tchétchénie. En fait, Poutine, il bombarde, il massacre, il fait ce qu'il veut dans son pays, il réprime, il liquide des opposants politiques ou il les met en prison. Et pendant ce temps-là, tout le monde fonctionnait avec Poutine. Alors certes, c'était pas le grand pote, il fallait faire gaffe, mais enfin, ceci dit, et puis les affaires, elles ont été faites. Alors aujourd'hui, même Total a du mal à dire qu'est-ce qu'on fait. Et puis vous avez vu, la France a contribué à la militarisation de la Russie quand même. Et même pas de manière très officielle. Et là, ça ressort, il y en a qui commencent à parler en disant ouais, quand même. Donc c'est quoi c'est pour ça qu'il n'y a aucune confiance à faire dans les puissances occidentales et que ces situations-là sont. Donc oui aux sanctions, mais le problème c'est que c'est pas nous qui faisons les sanctions. On ne maîtrise pas grand-chose dans cette histoire-là. Et en réalité, on n'est pas sûr qu'il se pose vraiment le problème de sanctionner Poutine. On ne sait pas comment les réunions sont secrètes. Hein. On sait que Macron tutoie Poutine, ce qui ne veut rien dire du tout, parce que s'il parle en anglais, je vois pas comment il tutoie. Hein, mais voilà. Mais qu'est-ce qu'ils se disent en réalité? Qu'est-ce qu'ils disent? C'est quand même dingue que dans le monde moderne, on ait des négociations, des rencontres où il y a une opacité totale sur ce qui se discute, sur ce qui se négocie. On ne sait que ce qu'ils disent eux-mêmes de ces réunions-là. Ça pose un problème aussi, évidemment, de confiance. Et on est dans des négociations secrètes, comme il y a toujours eu. Et en fait, si c'est secret, ils négocient quoi? Parce que si c'était réellement la question des peuples, si ce qu'eux ils disent publiquement, c'était vraiment ça qui était discuté à la table, pourquoi on ne pourrait pas avoir imaginé des rencontres qui puissent raconter réellement en direct ce que les puissants du monde se racontent? Donc oui, on ne fait pas confiance, hein, on a un gros souci de ce côté-là. Hein. Il y a aussi des milliardaires en Ukraine, du même genre que les Russes? Sûrement. Ah oui. L'Ukraine, c'est pas non plus un régime Parce que tout le monde dit du bien. Zelensky, il y a aussi à redire. Si on n'aime pas Poutine, je vois difficilement comment on peut aimer Zelensky, c'est sûr. C'est sûr qu'il a aussi servi la soupe à un certain nombre d'oligarques russes, dont le propriétaire de sa chaîne de télé. Donc oui, effectivement, là, on a un traitement médiatique du conflit qui est un petit peu caricatural, hein, avec des éloges dithyrambiques sur le gouvernement ukrainien. Caractérisation de Poutine qui est curieuse. Moi j'entends souvent qu'il serait simplement détraqué. Je ne sais pas, quand George Bush a attaqué l'Irak, on n'a pas dit qu'il était détraqué. On a considéré au pire qu'effectivement dans le sous-sol irakien il y avait peut-être éventuellement un peu d'hydrocarbures et qu'il aurait peut-être été intéressé pour les récupérer quand il en goûte. Quoi. Donc moi je suis un peu, pas étonné, mais voilà, je ne partage pas cette vision des choses. Ça m'inspire une chose, ça m'inspire que là on est quand même devant un piège qui nous est tendu où nous sommes de choisir un camp quelque part. Avec d'un côté Poutine qui a tous les défauts qui ont été évoqués précédemment, et ça, évidemment, qui est coupable d'agresser l'Ukraine et de soumettre des populations civiles à des bombardements. Et on aurait de l'autre côté le camp de la paix, qui serait celui de l'OTAN avec les pays occidentaux, l'Europe, les États-Unis. Moi je crois que la réalité elle est tout autre. Sur les sanctions, la forme de belligérance qui a été choisie par les États d'Europe de l'Ouest et les États-Unis, c'est des sanctions économiques. Mais sur ces sanctions, Bruno Le Maire il était extrêmement clair. Il a parlé de faire s'effondrer la Russie. Faire s'effondrer la Russie, ça ne veut pas dire embarrasser les oligarques ou leur confisquer leurs biens, ça veut dire la banque centrale russe qui s'effondre, ça veut dire la superinflation, ça veut dire des prix qui explosent, des gens qui n'arrivent plus à vivre. Donc ça, à mon sens, c'est un acte de guerre contre un peuple. C'est ça qu'il nous propose comme mesure financière essentiellement.
Ils espèrent que ça ait pour conséquence en partie de monter la population contre Poutine, de renforcer le camp de ceux qui manifestent contre la guerre. Ça peut avoir tout à fait l'effet inverse, à chaque fois qu'il y a eu des embargos quelque part, ça a eu plutôt l'effet inverse d'ailleurs. Donc ça c'est sur les sanctions économiques, comme le disait Philippe, on peut difficilement faire confiance à ceux qui les appliquent, même si on pourrait être pour celles qui visent les capitalistes russes. Sur les livraisons d'armes, c'est un peu pareil finalement, dans le sens où des armes, le gouvernement ukrainien en a reçu dans les 8 années précédentes, où son pays était déjà en guerre dans l'Est. Il en a reçu notamment des États-Unis avec des formateurs de l'armée américaine. L'objectif des États-Unis à ce moment-là, à mon avis, ce n'était pas spécialement de défendre la démocratie. Quand la France vend des armes aux Saoudiens pour bombarder le Yémen, ce n'est pas pour défendre la démocratie. C'est parce que c'est rentable, c'est parce que c'est intéressant d'un point de vue stratégique. Donc pourquoi ce serait différent avec l'Ukraine ? Il n'y a pas si longtemps, encore en janvier, l'armée russe, elle a franchi une autre frontière, c'est celle du Kazakhstan. Parce qu'il y avait un mouvement populaire là-bas, qu'on a comparé un peu à nos gilets jaunes, parce que c'était parti du prix du gasoil, mais qui avait vite posé la question du pouvoir d'achat. Donc, disons une certaine forme de gilet jaune kazakh. L'armée russe a franchi la frontière. Les Kazakhs jaunes. Excellent. Donc un mouvement de Kazakhs jaunes. Et l'armée russe a aussi franchi une frontière, elle a tiré à balles réelles sur les populations civiles. Et là, les belligérants, c'était que des civils pour le coup. J'ai entendu aucun dirigeant occidental s'insurger contre ça. Au contraire, les rares qu'on a entendus trouvaient ça plutôt bien en fait, hein, qu'on écrase le mouvement social avec l'armée par les armes, quoi. Donc tout ça mis bout à bout, le fait que les impérialismes occidentaux ne renoncent jamais à la guerre quand ils en ont besoin, effectivement ça ne nous incite pas à leur faire confiance pour une mesure, que ce soit la livraison d'armes ou même des rétorsions économiques. Il y a encore des questions. On fait un petit tour encore. Pareil pour moi. Pareil pour moi. Ah, ok. Non, est-ce qu'il y a encore des questions? Vous demandez s'il y a encore des questions avant que vous ayez fini, des précisions par rapport au programme du VTA. Voilà, C'est possible du coup d'avoir au micro directement quelques minutes. Il faut mettre le micro. Ouais, ou à la fin, quand tu veux juste 5 minutes rapidement. Ben voilà. C'est bon. Ok. Donc, merci d'être venu.